Je suis passé metteur en scène parce que je me suis aperçu que les metteurs en scène étaient affichés plus gros que les auteurs et partant gagnaient plus de sous. Ah. Alors j'aime pas le cinéma, mais j'aime les sous. C'est donc une opération purement commerciale. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir mes films. À la santé du capitaine. Et à la santé du bateau. J'en sors pas souvent, hein, c'est du bon. Oui, ça c'est du chouette, ça doit pas être sale, ça. Hein, Donnez-moi un verre d'eau. Minéral? Municipal. Je vous préviens, elle est française. Aucune importance. Un jour, patatrac, il y a 2-3 étourdis qui m'ont pris dans le collimateur. Et regarde, appelons ça de la nouvelle vague, si on veut. Ils n'ont pas arrêté de parler de moi. Enfin, le thème, si vous voulez, c'était les bassesses de M. Audiard attirent le gros public. Le parc Montsouris, moi j'y ai fait des pâtés à... J'avais 4 ans ou 3 ans, je sais plus. D'ailleurs, quand je me promène ici avec Jean-Pierre Mariel, c'est assez marrant parce que chaque coin d'une allée nous rappelle un tas de sable. Alors, parce que lui aussi, il est natif et il a vécu toute sa jeunesse dans le parc Montsouris. On a tous joué là-dedans. Tous les gars du 14e ont connu forcément le parc Montsouris. Michel Audiard, vous êtes analphabète. Vous n'avez pas de connaissances particulières? Non. Vous n'avez pas un physique spécial? Je n'ai pas de cheveux. Non. Vous n'avez pas de cheveux? Et vous avez quand même fait une carrière de dialoguiste? Oui, parce que j'ai rien de tout ce que vous dites, mais j'ai des lectures. J'ai tout piqué. Ah. Tout piqué. Il n'y a absolument rien de moi dans tout ce que j'écris depuis 45 ans. Vous volez systématiquement? Je vole. Maintenant, je loue. Autrefois, je volais les idées, je les revendais. Maintenant, je les loue. On les utilise le temps d'un film, on me les rend. C'est pour ça que tous mes films se ressemblent. Michel Audiard, nous l'avons tant aimé. Sans lui, le cinéma français n'aurait pas été aussi vigoureux dans son expression. La langue de la rue, c'est la seule nouvelle, riche, en perpétuelle évolution. C'est la seule qui apporte quelque chose. Je crois que la rue a plus fait pour l'évolution de la langue française que la Sorbonne. Sans Audiard, les tontons flingueurs n'auraient pas existé. Il a dialogué, scénarisé et réalisé plus de 130 films et mis dans la bouche de Gabin, Blier, Ventura, Delon, Girardot, Darc ou Belmondo leurs meilleures répliques. Non, pour moi, Noël, c'est la paix. Et je trouve drôle de fêter la paix avec des arquebuses plein les cheminées. C'est pas de circonstance. Tu vois, dans certains cas, je ne suis pas ennemi des images toutes faites, c'est reposant. Et l'enfant dont on célèbre l'anniversaire le 25 décembre, personnellement, j'ai toujours vu comme sur les images bien pensantes. Gentil, rigolant aux anges entre son âne et son bœuf. Pas du tout casseur d'assiette. Noël, c'est un sapin, les souliers dans la cheminée. Et des gosses qui nous font le plus joli des cadeaux, celui d'être là. Maintenant, on vous dit c'est de l'argot, tout est de l'argot. C'est pas vrai, il n'y a pas d'argot. Il y a une langue de la rue, une langue parlée. Par exemple, dans le dernier film que j'ai fait avec Gabin, c'est un exemple entre mille, je lui fais dire à un de ses potes, à un il cause avec, il lui dit, quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Il n'y a pas un mot d'argot là-dedans, vous pouvez démonter la phrase et on dit c'est de l'argot. C'est pas vrai, il n'y a pas un seul mot d'argot. C'est plutôt de la science-fiction, d'ailleurs. Cet étendard de l'esprit français nous a en plus donné, en son fils Jacques, l'un des plus brillants cinéastes actuels. Michel Audiard nous a quittés en 1985 et depuis cette date, notre cinéma n'a jamais retrouvé un tel champion du mot d'auteur qui tue. Je suis né sur la rive gauche, j'ai été à l'école sur la rive gauche, c'est mon certificat était sur la rive gauche, je me suis marié sur la rive gauche, je ne suis pas passé rive droite avant 18 ans. Paul-Michel Audiard est né à Paris dans le 14e arrondissement le 15 mai 1920 de père inconnu. Une situation très mal vue à cette époque, si bien que sa mère l'abandonne en quelque sorte à sa famille. Il est élevé par un oncle qui est aussi son parrain et il perdra tout contact avec sa mère à l'adolescence. Oui, mais l'enfance, ça compte pour tout le monde. Je crois que si on traîne toujours ça plus longtemps qu'on ne pense. Moi, je suis resté
un peu très jeune de caractère pour dire des choses, tu comprends? C'est-à-dire j'avais déjà un style de connerie, je m'y suis tenu une fois pour toutes et ça continue dans le même genre. Il grandit dans un quartier populaire, quitte l'école à 16 ans pour devenir coursier à vélo. Il passe ensuite un diplôme de soudeur, mais en fait, il veut surtout devenir coureur cycliste. C'est à cette époque que vous avez disputé une grande course amateur Paris-Évreux? Oui, oui, elle n'a pas laissé des traces d'ailleurs. Non? Pas sportive, non, mais Paris-Évreux, c'est un souvenir assez douloureux parce que comme j'étais un peu ringard, je suppose qu'on m'avait laissé m'échapper parce que Guimard ne contredira pas, on ne laisse pas partir les cadors dans les courses. Hein? C'est vrai, on laisse toujours partir un gars. On laisse partir ceux qu'on est sûr de rattraper. C'était votre cas. Alors vous étiez parti, vous aviez combien de minutes d'avance? J'avais pas des minutes d'avance. Là-haut. J'avais 20 mètres, peut-être 30 mètres, en bas de la côte d'Évreux. Et j'ai fini 72e. C'est-à-dire qu'en haut, vous étiez 72e. Voilà, je les ai tous vus passer. Le coup de barre abominable. Les uns après les autres. Comme il a du mal à monter les côtes, il reprend la livraison de journaux, ce qui l'amène au journalisme, puis à l'écriture de scénarios et de dialogues. Un dialoguiste, c'est un reporter. D'ailleurs, les dialoguistes, les bons dialoguistes sont toujours pratiqués comme ça. Janson est un traîneur de bistrot, un pénitent, un Prévert, quand il prenait un taxi, ça s'asseyait à côté du chauffeur pour discuter le coup. Il y a des raisons à ça. Le métier de dialoguiste, je trouve que c'est plus un alibi de bavard qu'un travail d'écrivain, au fond. Parce que tous les gens disent des choses intéressantes, il suffit de les écouter. Quand je dis tout le monde, ça veut dire aussi bien l'agrégé que le balayeur. Mais là, entendons-nous, à condition que l'agrégé parle pas de balayage et que le balayeur lise pas les lettres françaises, parce que alors c'est foutu le truc. Durant une bonne trentaine d'années, le nom de Michel Audiard sera synonyme de cinéma populaire français. T'as pas l'air content, t'es pas heureux? C'est-à-dire que moi, je t'avais bien dit de me faire un rôle tendre, gentil, qui ressemblerait à mes chansons. Si tu veux jouer, tu veux pas jouer le docteur Schweizer avec la tête. Eh ben moi, je voulais jouer un prêtre. Alors je croyais que c'était un prêtre qui sauvait les cloportes. Non, je vais faire une colère. Ah bon, tu vas absolument... Ah non, puis tu vas voir, on va t'envoyer la brute. Dino, vas-y, dis-lui ce que tu penses. Alors toi, t'as pas à te plaindre? Une petite chose quand même, je n'aime pas beaucoup la scène où on me traite de brute, quoi, c'est ça. Il écrit ses répliques inoubliables et réussit à avoir son nom aussi gros sur l'affiche que celui des vedettes. J'ai l'agréable mission de vous faire savoir que par décision de la chancellerie, en date du 8 juillet, vous êtes nommé chevalier de l'ordre du rayonnement français. Je suis heureux et fier d'être le premier à vous féliciter. La médaille. C'est un film d'Édouard Molinaro avec Paul Meurice, Jean Lefebvre et Bernard Blier. Ils sont parfaitement malhonnêtes. Ce sont des escrocs, des repasseurs, enfin des petits arnaqueurs. Et moi, ça a été un film très facile à faire pour moi parce que j'ai toujours rêvé d'être escroc. Je suis devenu auteur au lieu de devenir escroc parce que j'ai remarqué que les auteurs, enfin à moins d'avoir des opinions politiques, vont assez rarement en prison. À partir de 1968, il se lance lui-même dans la réalisation de films au titre aussi long que les situations y sont délirantes. Madame Marat est au courant. Elle sait que vous êtes une ordure. Ah bon? Moi, mon mari sait tout. Alors ne voyez surtout pas en moi une future cliente. Dommage. Délicieuse. En dehors de ça, qu'est-ce qui vous amène? Vous me ramenez mes sous? C'est parfait. Bon. Je suis passé metteur en scène parce que je me suis aperçu que les metteurs en scène étaient affichés plus gros que les auteurs et partant gagnaient plus de sous. Ah. Alors j'aime pas le cinéma, mais j'aime les sous. C'est donc une opération purement commerciale. Sauf d'ailleurs, il n'y a qu'à voir mes films. Après 8 tentatives, il retourne vers l'écriture, mais très touché par la mort accidentelle de son fils aîné, il abandonne la gaudriole pour verser dans des ambiances beaucoup plus sombres. C'est dans la gravité, dans la dérision, dans une espèce de désespoir, mais toujours derrière avec beaucoup d'humour, noir bien sûr, mais d'humour, qu'il a donné le maximum, je crois. Après 132 films, de multiples romans et une vie passée à dépenser ses énormes cachets avec ses amis, Audiard nous quitte le 28 juillet 1985 d'un cancer dans sa maison de Dourdan. La mère de Michel Audiard, se retrouvant fort embarrassée par l'arrivée de cet enfant naturel, l'abandonne à sa famille, qui le laisse vivre de façon plutôt libre dans les rues de Paris. Je suis tombé directement de la maternité de Port-Royal au 27 bis avenue du Parc Montsouris. Je devais avoir dans les 8 jours. C'est une maison bien ordinaire, bien bête, bien laide, enfin comme toutes les autres du quartier. Là à droite, c'est une des artères les plus importantes du quartier, la rue de la Gaîté.
Alors là, entre l'âge de 12 ans et de 18 ans, j'y ai traîné mes lattes un peu tous les soirs. Il quitte tôt l'école, mais se passionne pour la littérature, autant les classiques que les auteurs de feuilletons policiers. Son premier job consiste à livrer des journaux. Il en conçoit une passion dévorante pour le vélo. J'aimais mieux faire un métier où j'étais sur une bicyclette que si je m'étais trouvé dans un bureau, ce qui n'est pas très bon pour l'oxygénation. Alors j'étais porteur de journaux par accro, mais je l'ai été assez longtemps quand même. J'ai été 5 ans à peu près. Enfin tout le temps de ma courte tentative vers le métier de coureur cycliste. Comme il lui faut apprendre un vrai métier, il obtient un diplôme de soudeur. Mais voilà que la guerre lui fait reprendre le vélo, cette fois pour descendre jusqu'à Perpignan. C'est l'exode. Convaincu qu'il n'est pas fait pour un métier manuel, il finit par entrer au magazine L'Étoile du Soir, où il devient grand reporter. Sous divers pseudonymes, il écrit au bistrot du coin des feuilletons romantiques et des reportages sur la Chine totalement inventés. Je crois que tu as commencé assez curieusement, si je me souviens bien, par un interview bidon de Chiang Kai-shek, non? Oui. Oui, une suite de papiers d'ailleurs. J'ai fait ça. Même une étude. Oui, enfin notre envoyé spécial à truc. Et tu écrivais ça à Faubourg-Montmartre? Oh, bien sûr, j'étais dans un journal qui n'avait pas les moyens d'envoyer un reporter sur place. Mais je dois dire que ça a été repris, ces papiers-là. Ils ont été repris dans la presse de province. À un moment, ils ont fait autorité. Il bifurque ensuite vers la critique cinématographique en se fixant pour règle de ne jamais aller voir les films dont il doit parler. En 1947, il épouse Marie-Christine Guibert qui lui donnera 2 garçons, François et Jacques. C'est le réalisateur André Hunebelle qui lui met le pied à l'étrier en lui proposant de finir le scénario de Mission à Tanger que le scénariste malade a laissé en plan. Nous sommes en 1949 et Michel Audiard voit pour la première fois son nom au générique d'un film. Il va collaborer à nouveau avec Hunebelle pour Méfiez-vous des blondes en 1950 et Massacre en dentelle l'année suivante. Louis Jouvet fait appel à Michel Audiard qui signe le scénario et les dialogues du film Une histoire d'amour, le dernier du patron, puisque Jouvet meurt peu après le tournage. Le monstre sacré et le scénariste en pleine ascension avaient déjà plusieurs projets ensemble. Michel Audiard est désormais un auteur boulimique. En même temps que la notoriété, il découvre l'argent et va le dilapider joyeusement. Pour faire face, il enchaîne film sur film, comme scénariste, adaptateur, dialoguiste, ou les 3 à la fois. En 1953, il collabore pour la première fois avec Henri Verneuil pour L'ennemi public numéro 1. Derrière chaque réplique que j'entends, je parle des films que nous avons fait ensemble avec Michel, c'est encore Michel Audiard que j'entends derrière les personnages, parce que nous avons travaillé ensemble, que je l'ai entendu fabriquer ces répliques. En 1954, Michel Audiard signe Poisson d'avril, réalisé par Gilles Grangier. Ce dernier lui présente Jean Gabin. Et je pense, Jean, que tu as trouvé dans les dialogues d'Audiard un langage qui t'allait très bien, enfin que tu parlais naturellement. Oui, mais tu comprends, c'est pas parce qu'il est là. Non, mais j'écoute. Non, il a du talent, tu comprends. Jean a toujours réussi admirablement au dialoguiste. Parce qu'enfin, il faut se souvenir, il y a eu Spack qui a bénéficié de Jean dans La Grande Illusion énormément. Il y a eu ensuite Janson avec Pépé, qui a quand même été un film important, surtout sur le plan du dialoguiste. Et puis ensuite, il y a eu l'époque Prévert. Donc on peut dire que Jean a toujours réussi à ses dialoguistes. Moi, j'en parle pas, ça m'a réussi, alors moi, ça m'a fait démarrer. Entre les deux hommes, c'est l'étincelle, le coup de foudre. Ils vont devenir, en faisant 17 films ensemble, un couple mythique du cinéma français. Je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu le jour où je t'ai rencontré, toi. J'avais un métier relativement agréable. En dehors du percepteur, personne ne me tourmentait, j'étais peinard. Là-dessus, on nous présente. Tu me dis, tu veux faire un film? Je dis, bon, oui, on va faire un film. Et je suis obligé de m'en farcir 10 de suite. Et maintenant, voilà que tu veux te lancer dans la télé. Tu prends des accords à mon insu. Alors là, je te jure, je te suis plus. Tu permettras tout de même que je ne sois pas content et que je renaude. Bah, moi, je croyais que ça te ferait plaisir de passer à la télé le soir de Noël. À condition d'être prévenu. Eh ben, maintenant, tu l'es. Je pense bien le jour même. Et après une journée de boulot et un film fatigant, j'aime mieux te le dire. Ah, bah, ça commence à se savoir. Oui, bah ça se saura jamais assez, parce que toi, t'écris tes petits trucs sur les bouts de papier, mais Guizet qui est obligé de s'envoyer ça 8 heures par jour pendant 9 semaines, c'est le vieux, comme vous dites. Parce que ça aussi, je le sais, vous m'appelez le vieux. Ah, c'est différent. Grangier, Gabin et Audiard commencent par Gasoil en 1955, un succès populaire. De Gabin, Audiard disait « C'est le plus magnifique interprète qu'un scénariste puisse rêver ».
on dit toujours, ah, Gabin parle Audiard. C'est pas tout à fait vrai. Il arrivait que je parle moins Gabin, c'est-à-dire j'utilisais des mots de Gabin là, à travers mon dialogue, des expressions à Gabin. Vous me répondriez comment si vous étiez Gabin? Ah ben, je vous répondrai pas parce que je vous dirais d'abord, moi, de toute façon, les interviews et la télé, ça me fait chier, puis ce serait terminé. Ah bon, c'était aussi direct que ça. C'était très direct. Il n'y avait pas de malentendu avec Jean. Non plus, non. Il n'y avait pas tellement de malentendus. Avec Le sang à la tête, première adaptation d'un roman de Simenon, puis Le Rouge et Ni, première rencontre avec Lino Ventura, Grangier et Audiard forment un duo solide, qu'on retrouve ensuite dans une demi-douzaine de films, jusqu'au Gentleman d'Epsom en 1962. Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil en 1963 est un triomphe populaire. Ce polar avec Gabin, Delon et Maurice Biraud marque pourtant la fin d'une époque. Gabin s'est lassé de son dialoguiste de chevet et il décide de prendre un peu le large. Chaque fois qu'on ne fait pas quelque chose ensemble pendant un certain temps, tout le monde en déduit qu'on est fâché. C'est la dernière fois que j'avais arrêté de faire. Quand on a arrêté de travailler ensemble, moi comme dialoguiste, mais comme acteur, on m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre Gabin et toi? Pourquoi êtes-vous fâchés? J'ai jamais très bien compris ça, parce qu'à l'époque, on ne tournait pas ensemble. J'allais déjeuner chez lui à Deauville, on dînait ensemble à Paris, quand il venait à Paris. On n'a jamais été fâchés. Simplement, on avait fait, je crois, 14 films à ce moment-là, à raison de 2 par an, et c'est comme les vieux ménages, il y a un moment où il faut un petit peu se donner de la respiration, c'est tout. 1963, c'est l'apogée du style d'Audiard, avec Les Tontons Flingueurs, un film tout simplement cultissime. On trouve Blier là-dedans, forcément. Ah oui, mais ça, moi, Blier fait partie de mon mobilier indispensable, parce que c'est... Alors, on parlait de la complicité, alors Blier, il y a une complicité totale, et même une complicité de langage. Parce qu'il m'arrive de voler des mots à Blier, il le sait très bien. Dans son texte, il y a beaucoup de mes propos qu'il garde. Inconsciemment, bien sûr. Non, consciemment, il sait ce qu'il fait. Oh là là. Tous les auteurs sont des faucheurs. Oui, d'ailleurs, ils observent, c'est pour ça. Oui, ça. Il ne faut pas oublier que Michel a été journaliste, alors il a toujours une oreille à Toulouse, comme disait Clouseau. Il écoute très bien, il est très attentif. Autour de Ventura, Blier, d'Alban, Blanche et Lefebvre, Lautner et Audiard tricotent des répliques inoubliables que l'on répète encore 50 ans plus tard. On connaît ça par cœur et c'est plutôt une boisson d'homme. Il y a de la pomme, oui, mais il n'y a pas que ça. On se récite les dialogues de Michel Audiard entre nous et on se refait le film. Pour Lino Ventura et ses complices, la mythique scène de la cuisine reste un sommet inégalé. Quand ils ont tourné la fameuse scène de la cuisine, qui est devenue un mythe, il est rentré à 4 h du matin et il a réveillé maman, il lui a dit « Odette, on vient de filmer la scène du siècle ». Il en pleurait de rire. Le duo Georges Lautner-Michel Audiard produira au fil des ans plusieurs monuments du 7e art. Des pissenlits par la racine, Les Barbouzes, Ne nous fâchons pas, La Grande Sauterelle avec une nouvelle interprète de choix, Mireille d'Arc, et puis Le Pacha en 1968, qui permet les retrouvailles avec Gabin après quelques années de brouille. Vous avez eu, comme dans toutes les liaisons, quoi, des petites brouilles. Pourquoi? C'est que Jean... Oui, tu vas voir, c'est pas... Non. Tu vas voir, il va me faire porter le chapeau, Il est réputé... Lui, c'est une poignée de flotte, il arrive toujours à se tirer du truc, tu comprends? Il est réputé pour avoir mauvais caractère, lui, tout le monde le sait. Moi, je passe pour avoir mon caractère, ce qui n'est pas vrai. Voilà. Au fond, on a tous les deux un petit peu mauvais caractère. Tu vas pas dire que j'ai mauvais caractère. Oh, qui dirait ça, je ferais rire tout le monde. Non, mais c'est une légende, le coup de mauvais caractère. J'ai du caractère, c'est tout. On lui a reproché quelquefois, je me souviens de gens qui me disaient il n'aime pas ces personnages. Évidemment, c'est pas qu'il ne les aime pas, mais il les survole comme il survole tout. Mais Audiard, c'est un homme, de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, qui prend une patine absolue. C'est un littéraire, Michel. C'est pas du tout un réaliste, c'est pas un type de plain-pied, c'est pas un type qui fait la vie, hein, qui imite la vie. Tous ces personnages sont des fous. S'il enchaîne les succès, Audiard est souvent conspué par la critique. En 1957 déjà, François Truffaut écrivait « Les dialogues de Michel Audiard dépassent en vulgarité ce que l'on peut écrire de plus bas dans le genre. Cynique et roublard, il méprise le cinéma, les personnages et le public en général. » Un jour, patatrac, il y a 2-3 étourdis qui m'ont pris dans le collimateur. Les gars, appelons ça de la nouvelle vague. Ils n'ont pas arrêté de parler de moi. Enfin, le thème, si vous voulez, c'était les bassesses de M. Audiard attirent le gros public. Tiens, mon petit chat, ça va? Bonjour, comment ça va? Bien.
Qu'est-ce que t'as qui va pas? Il paraît que t'as des petites plaintes? Bah oui, voilà. Voilà. Voilà, j'ai mon texte. Ah, qu'il y a là un qui gros me mot fait- qui oui, vient. oui, ça vraiment, pour mon standing, ça vraiment, je peux C'est pas. pas bon? Ah non, Mais de quoi ah tu non. veux qu'on me traite? C'est difficile, tu sais. Ah bah oui, mais si T'as on fait peur que comme les ça gens à le l'écran, croient? tout le monde va croire, oui, c'est ça. Mais non, moi je crois que ce sera très bien. Tandis que la critique, à travers la plume d'Henri Chapier, continue de vouer Audiard aux gémonies, celui-ci touche des cachets faramineux, qu'il dilapide en voiture de luxe et en table ouverte pour lui et ses amis dans les meilleurs restaurants parisiens. Je tiens à affirmer que sur le chapitre de l'argent, je gagne beaucoup moins d'argent qu'on vient de le dire. Puis l'argent n'a aucune importance, on le sait bien. Aucune de toute façon, c'est pour le Bercenter. Poursuivi par le fisc et les créanciers, et décidément plus cigale que fourmi, Audiard enchaîne les films sans être trop regardant sur leur qualité, juste pour faire tourner la machine. C'est en janvier 1975 que le destin le frappe. Son fils aîné, François, se tue en voiture. Très marqué, Michel Audiard va ensuite oublier l'univers de la farce pour écrire des choses infiniment plus sombres, au cinéma comme en littérature. Dans son roman autobiographique « La nuit, le jour et toutes les autres nuits », en 1978, il se révèle broyé par ce drame et il écrit « Je ne joue plus à rien depuis qu'une auto jaune a percuté une pile de pont sur l'autoroute du Sud et qu'un petit garçon est mort. » Quand vous parlez de ce mort qui est votre enfant, vous dites celui-ci, il est indissoluble de ma vie. Parce que Bien vous ne entendu. dites pas des autres. Bien entendu, il n'y a rien de changé. Parce que quand je dis, quand je me rase, c'est lui, je vois dans la glace. Quand je suis en voiture, c'est comme s'il était avec moi. C'est bien évident. Voilà que la mort d'un enfant n'est pas une chose dont on se guérit. Ce serait absurde de le penser. Est-ce qu'on peut s'en guérir par l'écriture, par un livre? Oh, on croit qu'on exorcise, c'est pas vrai. Quelques années avant ce drame, en 1968, Michel Audiard avait décidé de réaliser lui-même ses films. Chers amis, le climat évoqué étant particulièrement malsain, je vais être obligé de prendre notre correspondant sur notre ligne top secret. C'est parfait. Ça va, ça? C'est parfait, tu vas regarder un petit peu plus. Par À là. partir du moment où tu parles des balais roses, tu marques le coup et puis tu guettes sans arrêt entre la régie et le haut-parleur. Sinon, ça va parfaitement. Il est, je pense, le seul metteur en scène au monde qui dise « je ne dirige pas les acteurs ». J'ajoute que ça n'est pas vrai, il les dirige. Mais il est vraiment le seul que j'ai entendu faire cette déclaration. Il a tourné 8 films de rang qui ont en commun d'avoir des titres à rallonge, les plus longs de l'histoire du cinéma français. Il commence par « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ». C'est vrai que c'est un petit peu long, mais enfin, moi, je crois que c'est une expression courante, tout le monde connaît. Enfin, en bon français, ça veut dire faut pas prendre les mignons pour des caves. Le général de Gaulle en personne reprendra le titre du film dans l'un de ses discours, ce qui aujourd'hui serait un sommet de marketing. Grâce à l'espèce d'illusion qui était répandue chez beaucoup, que le néant allait tout à coup engendrer le renouveau, que les canards sauvages étaient les enfants du bon Dieu. Suivront dans cette même veine délirante « Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause ». Puis, le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques, le drapeau noir flotte sur la marmite, ou encore « Comment réussir quand on est con et pleurnichard ». Il a une qualité extraordinaire, il fait tout, il a fait l'histoire, il a fait les dialogues. Alors on est en présence d'un monsieur qui connaît à fond et il sait ce qu'il veut. Des fois, il dit moteur, et puis les gars sont encore en train de régler quelque chose, tu sais. Il y a un moteur qui dit t'entends pas que ça fait du bruit, on ne peut pas tourner, je lui dis. Tu l'aides alors dans ta simulation? Oh non, pense du jet. Oh non, je le laisse. Ah non, 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 non. Je le laisse se démerder tout seul. Quand tu veux. Parfait. Le mousseux s'imposait à la santé du capitaine. À la santé du bateau. N'en sort pas souvent, hein, c'est du bon. Oui, ça c'est du chouette, ça ne doit pas être sale, ça. Hein. Donnez-moi un verre d'eau. Minéral? Municipal. Je vous préviens, elle est française. Aucune importance. Quand son fils meurt brutalement en 1975, Audiard est en train de travailler sur L'Incorrigible avec Belmondo. L'acteur va devenir le nouveau porte-parole d'un scénariste et dialoguiste un peu plus cynique et amer, à travers des films comme Flic ou Voyou, Le Marginal ou Les Morphalous. Quand on écrit pour Belmondo, on sait ce qu'on va faire. Il y a tout de même un style, Belmondo. Si on ne l'observe pas, on commet une grave erreur.
On dit souvent à Jean-Paul, pourquoi fais-tu plus des films comme Léon Morin? Tu commences, c'était quand même fabuleux avec ton physique de gangster et tout, tu avais l'air d'un prêtre. Et c'est ce que me dit Jean-Paul, il me dit, si avec une tonsure et une soutane, j'avais pas eu l'air d'un curé, je serais le plus mauvais acteur du monde. Tout de même, il est très lucide. C'est ce qu'il fait en ce moment, à mon avis, qui est très difficile à faire. Ne me touchez pas. Oh, come on, it's not funny anymore. You know, when I was a kid... Elle avance toujours, elle continue à avancer, elle recule. Avance. Tu parles parce que... Oui, voilà. Elle est contre toi, t'es gêné. Hein? Ya, ne touchez pas. Touchez pas. Audiard retrouve ensuite Alain Delon pour Mort d'un pourri, un film sombre, tendu, réalisé par son vieux complice Georges Lautner. Mort d'un pourri, c'est un film très dur, c'est un film cruel, c'est un film féroce. C'est un film sans concession, c'est un film aussi très réaliste. Je crois que, très brièvement, c'est le portrait d'une époque, c'est le portrait de notre époque. Mais l'auteur des répliques qui fusaient chez Bernard Blier ou Lino Ventura n'a pas dit son dernier mot. Il dialogue le superbe Pile ou Face de Claude Miller en 1981, qui remporte 4 Césars cette année-là. L'année suivante, il retrouve Claude Miller et Michel Serrault pour Mortelle Randonnée, qui compte la traque d'une enfant disparue. Michel Serrault sera l'ultime interprète de Michel Audiard. Dans On ne meurt que 2 fois, un policier sombre de Jacques Deray, et dans La cage aux folles 3, sous-titré Elle se marie, une pochade de son camarade Lautner. Ces 2 films sortiront en 1985, juste après le décès de leur dialoguiste. Ce qui est formidable, c'est de voir et de comprendre et de voir le trajet qu'Audiard a pu faire durant une vingtaine d'années, 25 ans de travail, de passer du burlesque, de la comédie à des choses beaucoup plus graves, pour finir avec ce film que je trouve, je parle des dialogues et du ton justement, où il parle de choses graves, sur la mort, des choses comme ça, mais quelque chose de très, très, très extraordinaire. Les titis parisiens ont perdu leur muse à la gouaille légendaire. Michel Audiard est mort la nuit dernière à 65 ans des suites d'une longue maladie, comme l'on dit. Il se qualifie lui-même comme un orfèvre en imbécilité. Michel Audiard aura travaillé jusqu'à la fin, mais il était rongé par un cancer. Il s'éteint chez lui à Dourdan le 28 juillet 1985. C'était quelqu'un de chaleureux, c'était quelqu'un de plein de pudeur. Il a inventé des choses, un ton en tout cas, qu'on n'avait jamais fait avant lui en France, depuis qu'il est metteur en scène. Il a inventé une espèce de liberté et d'excès que je trouve assez poétique. De toute façon, il n'est pas parti. Hein. Enfin, il est à côté, quoi. Il est enterré auprès de son fils à Montrouge, à un jet de pierre du quartier où il avait passé sa jeunesse turbulente. Depuis sa mort, une place parisienne porte son nom, dans le 14e arrondissement. Ses répliques continuent à faire le bonheur de milliers de fans, et son deuxième fils, Jacques, est devenu le plus grand cinéaste de sa génération. Vous savez, je crois que le cinéma est la seule forme de filouterie qui ne comporte pas de suite pénale. Alors, tout est possible. Tout. Eh bien, je vous remercie 1000 fois de ces déclarations pertinentes et je pense que les jeunes générations en tiendront compte et pourront à l'avenir penser avec votre hygiène morale à l'avenir du cinéma français. Et puis ça prouve que quand l'intervieweur pose des questions intelligentes, on répond intelligemment. Michel Audiard, que nous avons tant aimé, c'était d'abord une silhouette, le mégot au coin de la lèvre, la voix faubourienne sculptée par des années de pratique des zincs de bistrot et une éternelle casquette en tweed vissée sur le chef. Expliquez-moi pourquoi la casquette ici. C'est un genre, ça. Non, c'est pas un genre parce que j'ai très peu de cheveux. Le chapeau, je fais un peu macro, et le béret basse, j'ai l'air d'un gros. Alors je porte une casquette. Est-ce que vous êtes sérieux de temps en temps, Michel? Moi, possible. Je fais un autre métier, ça. Les 130 films qu'il a écrits, mis en scène et surtout dialogués ne sont certes pas tous des chefs-d'œuvre, mais son art de la réplique qui fait mouche est resté unique en son genre. Pour les tontons flingueurs et pour tout le reste, nous ne sommes pas près de vous oublier, Monsieur Audiard.